depuis un an, nous organisons ces webinaires d'accompagnement au passage à l'action. Alors, justement, quel est l'objectif de ce webinaire? C'est de vous donner des clés concrètes pour vous montrer comment il est possible de passer à l'action dans votre entreprise sur les enjeux du climat et de l'environnement au travers d'un exemple qui va vous être décrit aujourd'hui, le déploiement massif d'ateliers de sensibilisation sur le climat, donc en particulier la fresque du climat, au sein d'une entreprise, en l'occurrence aujourd'hui au sein de l'entreprise EDF. Et donc, l'objectif, c'est finalement de vous faire prendre conscience que vous aussi, vous pouvez engager ce type d'action dans votre entreprise, de vous donner envie de le faire, de vous donner le courage de le faire, parce que ce n'est pas toujours évident de se lancer, et de vous donner des clés concrètes sur la façon dont on peut engager ce type d'action qui, vous allez le voir, peut être extrêmement impactante pour une entreprise. Donc voilà l'objectif de ce webinaire. Et donc il y aura deux intervenants. Un premier qui va un peu planter le décor, vous vous rappelez voilà, l'importance d'agir dans une entreprise, et puis ce qu'est la fresque du climat, ainsi que d'autres fresques. Et puis ensuite, notre second intervenant témoignera de la façon dont il le fait, voilà, de façon très concrète. Il témoignera à titre personnel de la façon dont il a mis en œuvre ses actions, les difficultés qu'il a rencontrées, comment il les a surmontées, etc. Puis comment il commence à avoir un impact. Donc, je vous souhaite un très bon webinaire. Je vous souhaite d'être inspiré pour vous-même ensuite passer à l'action. Je vais laisser maintenant la parole à Aurélien, que je remercie infiniment d'avoir bien voulu organiser ce webinaire avec nous. Et juste avant, je vous précise que 10 minutes, un quart d'heure avant la fin, nous vous diffuserons un petit sondage, nous le faisons à chaque fois, pour avoir un retour à chaud sur ce que vous apportez ce webinaire et si ça vous aide vraiment à engager des actions concrètes à court terme. C'est ce qui nous permet d'améliorer progressivement la qualité et l'impact de ces webinaires. Donc, encore merci pour votre participation. Et Aurélien, je te passe la parole. Merci Michel. Alors, j'accepte tes remerciements, mais on est INSA Alumni très fiers d'être depuis presque le début des partenaires d'Alumni Force de Planète. Alors, c'est un engagement que j'ai voulu avec mon bureau au plus haut degré des instances de la communauté des diplômés INSA pour qu'elle ait effectivement le plus d'impact possible. Mais je peux déjà constater avec fierté que nos diplômés prennent à bras le corps le sujet de l'action pour le climat et l'environnement, que ce soit déjà à travers la mise en place de plusieurs ateliers de la fresque du climat dans les groupes régionaux des diplômés INSA, que ce soit à travers le nombre d'inscrits de la communauté INSA sur le site Alumni Force de Planète, ou que ce soit par le nombre d'inscrits et de participants à ce webinaire ce soir. Et nous pouvons aussi être fiers que nos écoles du groupe INSA soient citées en référence. Donc ça, c'est le diplôme. Enfin, là, j'ai fait un petit peu l'aspect diplômé et par rapport aux études, on peut être effectivement fier que Groupe INSA soit cité en référence dans l'étude et la mise en place de formations de leurs étudiants aux enjeux climatiques via l'action ClimaSup avec le Shift Project. Donc, j'ai pu constater lors du premier anniversaire de la création d'Alumni Force de Planète, c'était des paroles dans la bouche du directeur de la conférence des grandes écoles. Donc, ce n'est pas rien. Bref, nous allons maintenant assister à notre premier webinaire co-organisé avec Alumni Force de Planète et j'espère bien entendu pouvoir les reproduire. Une petite introduction sur notre premier participant, il s'appelle Thomas Boucher. C'est un diplômé de l'INSA de Toulouse, ingénieur en génie des procédés et environnement de 2013. Ouais. J'étais un peu... Mais c'est un homme engagé, c'est-à-dire qu'il a participé à la vie de son école, avec le bureau des élèves, à l'association sportive. Et on peut dire qu'il a toujours travaillé dans le secteur de l'innovation, la transition énergétique et l'efficacité depuis sa sortie de l'INSA Toulouse. Et que c'est vraiment depuis quelques années, 2-3 ans, qui s'investit pleinement dans le conseil pour accompagner les collectivités, les industries dans leur stratégie RSE et décarbonation. Voilà, à toi Thomas. Merci beaucoup Aurélien, merci beaucoup Michel pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous et de faire corps avec les alumni à INSA et d'ailleurs pour ce temps ce soir. Donc ouais, pour ma part, toulousain, formation INSA. À l'heure actuelle, j'en passe plusieurs casquettes. Celle
celle qui résonne le plus avec notre sujet du soir. C'est le fait que je me suis investi associativement dans l'association Fresques du Climat et aujourd'hui je déploie en tant que référent Occitanie cet outil voilà, sur les sphères grand public et également entreprise. Donc voilà, référent pour la Fresque du Climat Occitanie depuis 3 ans. Et comment j'ai atterri là? J'ai atterri là parce que dans mon cursus INSA 2008-2013, j'ai un peu l'impression, pourtant j'ai fait la filière environnement de l'INSA Toulouse, j'ai l'impression d'être un peu passé à côté du sujet énergie-climat. En fait, même c'est à peu près sûr, j'ai quasiment eu aucun cours dessus. Et donc je me suis auto-formé, je suis tombé comme beaucoup sur les conférences de vulgarisation de Jean-Marc Jancovici qui m'ont fait découvrir l'association Avenir Climatique, que Pierre-Olivier Chacun peut-être aura le loisir de vous présenter, qu'il a présidé. Et donc, on a collaboré ensemble quelques années, moi à Toulouse, lui à Lyon. C'est là où on s'est rencontrés. Et chemin faisant, la premier pied dans l'associatif. Après, bon, je fais une première insertion dans le milieu pro à travers la conception innovante de pompes à chaleur au service de la transition énergétique dans le bâtiment. Voilà, j'ai poussé une autre porte qui est celle de l'indépendance depuis 2 ans et demi maintenant. Au début, en aidant Cédric Regenbach, le créateur de la Fresque du Climat, à se lancer. Et maintenant, j'y suis encore. Et je fais partie de ceux qui utilisent la plupart des outils de sensibilisation pour les porter auprès des acteurs publics et privés. Et je commence aussi à faire mes premières analyses de bilan carbone, plan d'action et accompagnement de stratégie RSE. Tout ça nous amène à quoi? À planter le décor rapidement. Je pense que tous ceux qui sont ici sont au courant probablement que les choses se gâtent à l'échelle macroscopique. Donc bon, j'ai mis pêle-mêle plein de petites références. On part du macro, on finira au micro. Ça n'aura échappé à personne. Le monde moderne va mal. Notre Terre est finie, on commence à atteindre ses limites. Là, je vous ai présenté les 9-10 limites planétaires qui ont été répertoriées et leur seuil de franchissement. Donc, nous, on va faire un focus ce soir sur peut-être que vous voyez ma souris sur la partie climat. On n'est pas encore dans le rouge écarlate. C'est déjà le cas pour d'autres limites. Donc voilà, ça c'est un petit dézoom. Vous avez là aussi notre matérialisation de ce qu'on appelle la grande accélération ou le débat entre géologues de est-ce qu'on ne serait pas dans une nouvelle ère qui s'appellerait l'Anthropocène, dans laquelle l'homme deviendrait la première force géologique à l'œuvre. Voilà, vous avez plein d'indicateurs, système terrestre et socio-économique qui partent en exponentiel. Voilà, c'est les tendances à l'heure actuelle et donc on doit composer avec ça. C'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, ce qu'on appelle les enjeux globaux. Si on regarde spécifiquement le sujet du climat, en ce moment l'actu est brûlante sans mauvais jeu de mots. Le GIEC, ici à gauche, nous a proposé, donc là je vous ai extrait les trajectoires de l'indicateur majeur qui est la différence de température par rapport à l'ère pré-industrielle, moyenne terrestre par rapport à l'ère pré-industrielle, et voilà, donc historique et projection proposé cet été, début août, par donc, le 6e rapport d'évaluation. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que par rapport à la période actuelle et sur les prochains 30 ans, on a, quel que soit le scénario socio-économique que les hommes décideront, que les sociétés humaines décideront d'emprunter, donc là on est sur des scénarios socio-économiques, c'est-à-dire où on va plus ou moins atténuer, plus ou moins s'adapter au changement climatique en fonction des différentes politiques qui seront mises en place. On a quand même souscrit pour une augmentation de la température constante, plus ou moins soutenue, sur les 30 ans qui viennent. Et ensuite, on a une vraie divergence en fonction des scénarios. Donc voilà, ça c'est ce que nous enseigne le GIEC. On est déjà à 1,2 degré de réchauffement. Et l'accord de Paris, comme nous le résume très bien le Climate Action Tracker, une ONG, en une seule infographie,
notre objectif de l'accord de Paris était 1,5 degré, l'objectif le plus ambitieux, donc rédiger 2 degrés si possible 1,5 pour faire très court. Et la COP26 de cette fin d'année nous montre que l'échelle de l'action se situe plus à l'heure actuelle aux alentours de 2,7 degrés. Donc si les pays tiennent leurs engagements, on sera plus à ce niveau-là. Évidemment, les scénarios les plus optimistes et les ambitions les plus avancées de tous les pays nous amènent évidemment à quelque chose de plus réaliste, mais on sait qu'actuellement, la plupart des pays ne tiennent pas leurs engagements. Voilà, après, j'aurais pu montrer qu'est-ce qu'un monde à 1,5 degré, qu'est-ce qu'un monde à 2 degrés. Je vous invite à regarder ça sur Google si vous ne savez pas. Ces 5 dixièmes de degré font quand même un changement majeur hein, dans les tendances. On n'est pas juste fois 0,25, fois 1,25 des problèmes. On est souvent sur des fois 2, fois 10, d'accord. Donc un monde à 1,5 degré de réchauffement, un monde à 2 degrés, c'est un monde déjà bien impacté. Une déclinaison de cette nécessité du coup de baisser nos émissions pour aller très vite, proposée par Michel, c'est donc avec efficacité, ils sont allés observer ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone, qui est la déclinaison française de notre stratégie d'atténuation. Voilà, la SNBC pour les intimes. Ça, c'est notre historique en France. On est émission territoriale, 550 millions de tonnes de CO2 en 1990. On a une légère baisse tendancielle qu'il va falloir évidemment accélérer. Et on se rend compte que par rapport aux nouveaux objectifs de l'Europe, qui sont de moins 55% d'émissions en 2030, nous ne sommes pas sur la trajectoire. Et on devrait plutôt avoir une trajectoire de cet ordre-là. Donc, on va dire que la France est quand même plutôt bon élève dans les pays du monde. Mais est-ce que ça relève d'une volonté ou est-ce que c'est plus, plus structurel, sans réelle volonté? Dans tous les cas, il va falloir mettre les bouchées doubles pour accélérer cette baisse. Un chiffre qui ressort souvent, c'est que pour s'aligner sur les 1,5 degrés, non, sur les 2 degrés, pardon, c'est une baisse de moins 5% par an des émissions qui est nécessaire dans les 30 ans qui viennent à l'échelle française. Voilà, pour l'ordre de grandeur à retenir, c'est moins 5% par an de baisse, c'est loin d'être anodin. Ça, c'est une slide. Bon, le graphique n'est pas à jour, date du 5e rapport d'évaluation. Ce que je voulais vous montrer ici, c'était les risques qui pouvaient peser sur un acteur économique donné, en fonction des différents scénarios qui seront empruntés par les sociétés humaines, les accords qui seront conclus et les baisses effectives ou les hausses qui seront occasionnées. Il y a 3 types de risques qui ont été décrits par Mark Carney, le directeur de la Banque d'Angleterre, le gouverneur de la Banque d'Angleterre en 2015, et qui sont encore utilisés aujourd'hui. Là, on parle de risque physique, de risque de transition et de risque de responsabilité. C'est vraiment ces 3 risques-là qui pèsent et qui vont faire que, d'une manière ou d'une autre, les acteurs économiques vont être amenés à prendre en compte le risque climat. Le risque physique, c'est tout simplement les risques de rupture d'approvisionnement des chaînes de valeur amont, chaînes de valeur aval de tous les acteurs économiques, de par les impacts climatiques, les aléas extrêmes qui pourraient avoir lieu. Ensuite, il y a d'autres risques qui pèsent, c'est dans tout l'écosystème dans lequel baigne un acteur économique, c'est le risque de transition, c'est-à-dire les parties prenantes de l'acteur économique qui décident de shifter vers une économie beaucoup plus économe en carbone, une économie décarbonée. Et dans ce cas-là, si l'entreprise ou le pouvoir public n'a pas anticipé ceci, il va se retrouver éjecté ou mis de côté. Donc, par exemple, pour une entreprise, le risque de transition provient… attendez, je m'étais fait un petit schéma que je vais retrouver pour ne pas vous dire de bêtises. Je l'ai perdu. Bon, il y a
il y a les financeurs qui peuvent bouger, il y a les assureurs qui peuvent ne plus vouloir assurer, il y a le recrutement. Il y a des besoins constants de recrutement pour les entreprises, de certaines tailles, les problèmes de fidélisation. Il y a voilà, c'est déjà pas mal en termes de contraintes. Il y en a d'autres. Donc le risque de transition pèse. Si, il y a le législateur, évidemment, les lois qui encadrent l'activité économique, qui peuvent bouger. Voilà. Et ensuite, il y a le risque de responsabilité, qui est plus un risque de la société civile, qui peut demander des dommages et intérêts à des acteurs qui pourraient être pointés du doigt comme plutôt la cause du problème. Et ceux-ci pouvant aussi générer des marchés qui se ferment au niveau des consommateurs, ou tout simplement l'État français qui a été assigné en justice récemment. Donc voilà les risques qui pèsent autour des acteurs économiques et le pourquoi une entreprise doit impérativement prendre en compte ce risque-là à l'avenir. Et au milieu de tout ça, mais pour prendre en compte ce risque-là, bon, les transitions sont brutales. Je voulais vous parler rapidement de la fresque du climat. On va en parler aussi plus longuement. Je vais prendre 5 minutes. Outil collaboratif qui a 3 ans et qui cherche à toucher 1 million de personnes en 3 heures d'atelier. Voilà, c'est ça le principe. 3 heures d'atelier, 3 heures de formation. On est sur aussi un début de courbe exponentielle. Voilà, 3 ans, 240 000 participants. Alors, cette slide a 1 mois, je l'avais présenté à un événement toulousain. Voilà les stats que j'avais sortis à ce moment-là. C'est vraiment un outil qui est en train de devenir un outil clé du passage à l'échelle, du passage à l'action, du renforcement des dynamiques RSE voilà, pour tous les acteurs économiques et citoyens aussi. Voilà, donc 3 heures de formation, donc on est déjà à 8-10 000 animateurs, 200 formateurs, 100 référents, j'en fais partie. De plus en plus de pays touchés, une grosse cohorte de la communauté est montée à la COP pour faire du lobbying d'intérêt général et essayer de déployer dans d'autres pays. Donc, work in progress pour le déploiement international. Un gros programme qui s'appelle la rentrée climat que je suis très honoré d'avoir pu piloter à l'INSA Toulouse en janvier dernier. Donc, ma revanche sur les enjeux énergie-climat, j'ai pu la prendre en janvier dernier en allant faire la fresque du climat aux 500 nouveaux entrants de l'INSA Toulouse et former moi-même, pour partie, certains de mes anciens profs à l'animation de cet outil. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'assez précieux où le sujet revient en force dans les établissements d'enseignement grâce à ce programme qui grandit d'année en année. On est à plus de 100 000 étudiants qui passent maintenant, en tout cas cette année, là, c'est la 3e édition, entre septembre et novembre. Voilà la répartition mondiale. Évidemment, il y a plus de 200 000 personnes en France. Vous aurez compris pourquoi. Là, les chiffres toulousains, ça ne vous intéresse pas. Des images de fresques dans divers contextes. Vous voyez ici Lise Super-Héros qui a fait toute une promo en septembre 2019 parmi les voilà un exemple des exemples de fresques du climat en interne. Qu'est-ce qui fait le succès de la fresque? C'est qu'on allie la tête, le cœur, le corps et on utilise la force du collectif pour avancer. Et je vais finir sur les outils de sensibilisation. Michel m'a proposé que ça pertinent, donc je vais. La méthode fresque, c'est la méthode pédagogique fresque appliquée au sujet du climat, pour la fresque du climat. Comme elle a bien fonctionné, c'est-à-dire la Mind Lab collaborative, globalement, elle a donné lieu à plein d'ateliers. Alors, tous ceux qui s'appellent Fresque 2 sont à peu près similaires dans la construction. Après, il y en a d'autres qui ont été rajoutés, proprement parlé. Mais vous en avez certaines qui sont mentionnées ici sur la fresque de la Renaissance écologique, qui, elle, n'est pas une fresque type méthode fresque, mais que je vous invite à découvrir aussi. Et c'est sur le site de la fresque de la Renaissance écologique que vous trouverez cette cartographie des fresques amies, on les appelle,
Voilà. Ces fresques, comment les utiliser, ou tous ces ateliers, comment les utiliser, je vous ai fait pour l'occasion cette slide. Je ne sais pas si je vais pouvoir toutes les citer. Moi, je commence à les cartographier. Il y en a qui servent plus à la sensibilisation, en gros sur les gros enjeux climat, biodiversité, océan, alimentation, le lien santé, environnement, la toile du Vivant, les déchets. Vous avez des outils pour aller accompagner les co-citoyens, les co-salariés qui sommeillent en nous. D'automne Agir pour le climat, qui vient parfaitement compléter la fresque du climat. J'étais ce matin dans un la méthode fresque a été copiée. Et donc, là, moi, en tant qu'animateur de la fresque du climat, et surtout depuis le début, j'ai vu évoluer les différentes fresques existantes, tous les outils de sensibilisation à votre disposition. Je pense que j'ai conclu là-dessus. Je ne pourrais pas aller plus loin. Je prends vos questions ou on enchaîne. Il n'y a pas forcément besoin de m'étendre. À part si vous avez des questions spécifiques. Voilà, petite cartographie dans le push de l'actu et malheureusement pas exhaustive, mais elle mérite d'exister pour vous en première. Ok, merci beaucoup Thomas. Peut-être ce que tu peux juste indiquer. Est-ce qu'il y a quelques grandes différences entre ces différents types d'outils de sensibilisation? Ouais, tout ce qui est fresque 2, est-ce que c'est bon là pour le son ou pas? Non, c'est bon, c'est bon. Ok. Tout ce qui est fresque 2, c'est la méthode fresque, c'est-à-dire mind map collaborative avec des cartes, d'accord, aux alentours de 3 heures. Tous les autres, c'est autre chose. Teach the Shift, je sais qu'il est cher à Michel, on est plutôt sur des conférences en interne. Sea Roads and Roads, c'est 2 outils très puissants qui sont des logiciels en libre accès conçus par le MIT qui servent aux négociations, délégations dans les négociations climat. Donc Sea Roads, c'est pour simuler des négociations climat. En-Road, c'est pour simuler la transition énergétique à l'échelle mondiale. MyCO2, on est sur un outil de bilan carbone individuel à l'échelle d'un groupe de collaborateurs. D'automne Agir pour le climat, on est sur un atelier collaboratif de décarbonation individuelle et collective. Celui-là, en fait, reprend quelque part des outils de MyCO, enfin des ressorts de MyCO2, de Sea Roads, dans le jeu de rôle. Voilà, Sea Roads, on peut l'amener en jeu de rôle. On a du jeu de rôle. Et des conversations carbone. Les conversations carbone, c'est un outil d'accompagnement à la sobriété proposé par l'association Megawatt, où on va en groupe, en 12 heures, point par point, dans 6 fois 2 heures, point par point, alimentation, transport, bâtiment ou logement, qu'est-ce qui manque, biens de consommation, et ensuite sociologie. On va regarder les choses à faire et les choses à ne pas faire, et donc apprendre à réduire ses émissions à l'échelle individuelle grâce au partage de groupe. Voilà, ça c'est pour tous ceux qui ne savent pas, qui n'est pas des fresques. Et je crois que j'ai à peu près tout cité. RE, c'est reconnaissance écologique. Je n'ai pas cité, si, il y a la fresque du renoncement qui est récente aussi. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà dans des logiques de redirection écologique. Ça peut en intéresser certains. C'est une nouvelle forme d'entrepreneuriat qui émerge vers la redirection écologique. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vois INVBC. INVBC, on est sur un outil complément ici de type accompagnement éco-citoyen, éco-salarié. INVBC, c'est comment atteindre 2 tonnes, mais avec les mains. Voilà, on est sur un outil low-tech. À 2 tonnes est quand même assez numérique comme outil, nécessite quand même une vidéo proche et l'appli qui va avec sur Internet. Voilà, c'est un 2 tonnes low-tech, INVBC. Toute la galaxie de nos gestes climat, nos gestes climat qui
qui est le calculateur d'empreinte carbone individuelle 3.0 après celui d'avenir climatique, qui était l'ex Micmac, qui s'est fait remplacer par ce calculateur-là. Je crois qu'il y a d'autres calculateurs effectivement sur le geste climat depuis, il y en a plusieurs, et je n'ai pas eu le temps de tout suivre. Thomas, il y avait une question, si tu remontes le fil de Thomas, pendant que tu faisais ta présentation sur des slides où il demandait des informations plus précises sur les télécoms. Si Thomas peut prendre la parole pour expliquer sa question. Ouais, si quelqu'un veut poser la question. Aurélien, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, d'accord. Merci. En fait, sur un des premiers slides que tu as projeté, il y avait une multitude de graphiques. Et dans le premier, en bas à droite, c'était un graphique sur les télécoms. Ça correspond à quoi en fait? C'est le volume de communication. Ah ouais, bon là je vous renvoie vers l'étude de la grande accélération. En anglais, c'est The Great Acceleration. Je pense que vous trouverez tout ce qui va bien. Là, j'ai juste pris l'infographie principale. Je peux essayer de retrouver. Et si tu me remontres le slide. Les différents là, télécommunications. Disons qu'il y avait très peu de télécommunications avant l'ère industrielle. Maintenant, il y en a plein. Je ne sais pas s'il y a exactement dans le détail. Ok, merci. Voilà, merci beaucoup Thomas pour avoir rappelé à la fois l'urgence climatique, pour avoir rappelé l'importance de la transformation des entreprises pour répondre à cette urgence climatique, et puis pour avoir donné voilà, tous ces exemples de fresques et d'ateliers de sensibilisation divers et variés. Donc, ce que ça signifie, et dans le chat, il y a eu pas mal d'autres exemples qui ont été donnés, ce que ça signifie, c'est qu'il existe aujourd'hui à la disposition des entreprises de très nombreuses ressources de type fresque du climat, voilà, que vous pouvez utiliser pour lancer une action de sensibilisation à grande échelle dans votre entreprise. Donc, c'est important de rappeler ça, de planter le décor. Et donc, maintenant que vous avez bien ça en tête, on va regarder sur un exemple particulier ce qui se passe en ce moment au sein d'EDF avec le déploiement à très grande échelle de la fresque du climat que Thomas a présenté. Et donc, je vais donner la parole à Pierre-Olivier Chacun, qui travaille chez EDF depuis, je crois, une dizaine d'années ou un petit peu plus, et qui a, depuis quelques années, eu cette responsabilité de déployer à grande échelle la fresque du climat. Et ce qui nous intéresse surtout, comme je l'ai dit en introduction, c'est que Pierre-Olivier nous dise voilà, ce qu'il a fait lui-même, comment il a lancé cette action, comment il a fait en sorte de surmonter les différents obstacles, de trouver des alliés, de mobiliser voilà, les différents niveaux hiérarchiques de l'entreprise pour que petit à petit, ça commence à se déployer en grande échelle et pour que vous-même, vous puissiez comprendre comment vous pourriez, dans votre propre entreprise, initier ce type d'action qui, vous l'avez compris, peut être extrêmement impactante, puisqu'on ne rappellera jamais assez, mais une entreprise, et là même 2 ans après, vous avez ne serait-ce qu'un quart des salariés qui ont été sensibilisés aux enjeux du climat, et bien ce n'est pas la même entreprise. Ça veut dire que pour toutes les décisions stratégiques en particulier, ça veut dire que dans la chaîne, il y aura à un moment donné une personne qui aura bien conscience de ces enjeux, et ça peut complètement transformer la façon dont les décisions sont prises. Voilà, je n'en dis pas plus. Donc, Pierre-Olivier, je te laisse la parole. Merci d'avance pour ton témoignage. Bonjour à toutes et tous. Merci de cette tribune. Je suis je suis ravi d'être là. Je ne vous cache pas que c'est aussi un peu intéressé. Si je viens parler de ce qu'on fait, c'est un peu pour la frime, mais pas que. J'ai aussi un intérêt à ce qu'un maximum de gens déploient la fresque dans leur entreprise et de manière concertée, coordonnée et officielle. Il se passe beaucoup de choses dans les entreprises de manière un peu pirate, ce qui est bien, mais là, clairement, c'est pas suffisant. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, qui je suis Pierre-Olivier Chacun, d'IPOC. Ça, c'est ma bio Twitter. Poil à gratter du climat première classe, empêcheur d'espérer en rond, né en 351 ppm de CO2.
Je suis salarié d'EDF depuis 2011, donc 10 ans, et c'est un truc que je mets en avant, au sens où c'est, à mon avis, très compliqué de mener un tel projet quand on vient d'arriver ou quand on est consultant. C'est-à-dire, je pense que c'est vraiment un poste, un projet qui se fait en ayant une bonne connaissance de l'entreprise. Voilà. Et donc, je suis chef de projet Fraises du Climat. Et puis d'un côté vie perso, je suis membre de la société des très respectables retraités d'avenir climatique, la Starac, comme Thomas. Je ne suis pas du tout membre de la Fraises du Climat, par contre. C'est quelque chose que je me suis refusé de faire. Et puis sinon, je suis contributeur au Monde de demain, dans un écolieu qui s'appelle le Moulin Bleu. On a monté il y a 1 an et demi, 2 ans, avec pas mal de gens. On est une vingtaine aujourd'hui, dont je me suis rendu compte de ça en cherchant la photo que vous voyez à droite, dont 5 personnes sont présentes sur cette photo. Donc 2016, année relativement charnière dans ma vie, puisque c'est aussi l'année où j'ai fait la fresque pour la première fois. Donc, quelques infos sur la fresque du climat EDF, histoire que vous ayez un peu le cadre. Donc l'histoire en bref, c'est en 2019 des premières expérimentations et puis la recherche de sponsors qu'on voit sur la droite, Karine de Boissezon et puis Alexandre Perra qui est au COMEX. On a un deuxième sponsor dont je vous parlais tout à l'heure. En 2020, le démarrage, les premiers qui testent le truc, et on finit l'année 2020 avec 3000 personnes qui l'ont fait. En 2021, on accélère, on prépare le sprint final que sera 2022 et puis a priori, on devrait atterrir vers un peu plus de 20 000 puisqu'on a passé les 20 000 au début du mois. 2022, dernière ligne droite, officiellement, on va sensibiliser les 165 000 d'ici fin 2022. On continue à y croire, même si a priori, on n'y sera pas. Et puis 2023, normalement, c'est fini. Et donc, on est sur une belle exponentielle. Alors, les creux, c'est les vacances, évidemment, mais on suit le déploiement, un déploiement assez classique pour ce qui est de la fresque, quoi. Ça ressemble vachement à comment se déploie la fresque en dehors. Quelques moments phares de 2021 pour vous montrer un peu où on en est. Donc, en mai, c'est le PDG qui l'a fait. En novembre, c'est le conseil d'administration, donc c'est la photo centrale que vous voyez. Et puis 2 événements phares à droite. En haut à droite, c'est les 24 heures de la fresque. On a fait la fresque pendant 24 heures en sautant de fuseau horaire en fuseau horaire. Et puis en bas, c'est les rendez-vous en fresque inconnue. Donc ça, c'est un truc qu'on a fait au deuxième semestre, où on a fait des grosses sessions un peu partout en France. Et pour rappeler à nos sponsors qu'on existait, on a envoyé une carte postale de partout là où on passait. Donc les membres du COMEX, ils ont une étagère remplie de cartes postales d'un peu partout en France. Sûr qu'on a cherché les plus kitsch qu'on trouvait. Ce qui est important, c'est de montrer que c'est une implication massive aussi. Il y a environ 1 millier de personnes aujourd'hui qui œuvrent au déploiement de la fresque. Alors, pas que en animant, mais aussi en pilotant ces déploiements. Et donc, vous voyez, il y a à peu près 30 personnes qui sont responsables du déploiement dans les entités. Et puis, ce qui est important, c'est que c'est un projet soutenu au plus haut de l'entreprise. Donc, 2 sponsors du COMEX, un côté plutôt RSE et un côté plutôt ressources humaines. Voilà. Et puis, donc un rôle modèle pour beaucoup. On est appelé par beaucoup de gens pour savoir comment on fait, mais là, on touche au risque d'être vu comme l'exception. Donc ça m'agace un peu parce que j'ai pas du tout envie d'être l'exception. J'ai envie que tout le monde le fasse. Voilà. Ça, c'était rapidement pour présenter le déploiement de l'intérieur. Pardon, où on en était. Donc, en gros, la machinerie, comment ça marche. La première chose qu'il faut dire, et il faut l'avouer, c'est qu'il y a un certain alignement des planètes qui s'est passé en 2019. D'abord, c'est Cédric Ringenbach, l'auteur de la fresque, qui a rencontré Karine de Boissezon plus ou moins par hasard dans l'école où Karine avait fait ses études, à une rencontre d'anciens. Ou entre les anciens et les étudiants, je ne sais plus trop, où en fait, il lui a parlé de ce truc-là, il lui a dit que ce serait pas mal qu'EDF soit la première entreprise
qui déploie la fresque, ça aurait de l'allure. Et il se trouve qu'en 2019, EDF cherchait un moyen de donner de la chair, de la consistance à sa raison d'être, qui allait être adoptée en Assemblée générale en mai 2020. Et puis c'est aussi vu comme une façon de répondre à une demande forte des salariés d'être formés aux enjeux climatiques. Et du coup, Cédric m'appelle à l'été, après l'été, et me dit a priori EDF pourrait déployer la fresque. Est-ce que ça ne te dit pas de faire partie de l'aventure? Donc fin 2019, on fait la fresque à nos sponsors. Début 2020, on propose le poste. Le déploiement, il est validé en mai. Et donc, par validé, c'était plutôt donc validé par le COMEX, hein, mais en fait, ils ont pas validé. Ils avaient un slide de présentation en annexe dans une de leurs réunions. Et en fait, ils n'ont pas mis le veto et on a considéré que c'était validé. Donc, vous voyez à quoi ça peut tenir. Sachant qu'en mai 2020, en fait, tout le monde avait d'autres chats à fouetter que un déploiement de la fresque du climat. Hein. On était en plein Covid. Donc, on s'est dit, bah, ils n'ont pas mis leur veto, donc on y va. Et donc, l'une des tâches qu'on s'est fixées aujourd'hui, entre autres, c'est d'aider les planètes à s'aligner à d'autres endroits. Donc, c'est pour ça qu'on fait des présentations auprès de salariés comme vous qui se disent et pourquoi pas chez nous, et aussi qu'on essaye de taper chez les dirigeants pour qu'ils comprennent que ce serait quand même une très, très, très bonne idée qu'ils fassent la même chose. Mais ouais, n'oublions pas que sans sponsor, en fait, c'est pas possible. Pour ce qui est du fonctionnement, on a eu un fonctionnement très déstabilisant pour une entreprise. Donc ça, c'est typiquement comme ça que fonctionne la fresque. Et c'est aussi comme ça que moi, je fonctionnais aussi à Avenir Climatique. Donc, c'est un fonctionnement décentralisé où on va mettre en évidence la prise d'initiative. Et alors ça peut non seulement en surprendre certains, c'est-à-dire qu'au début, quand on nous a dit vas-y, présente-moi tes plans ton plan de bataille pour déployer ça à 165 000, sachant que personne n'avait jamais encore fait ça, hein, bah, je leur ai dit bah, j'en sais rien. J'en sais rien et je ne sais pas comment on va faire, mais a priori, on va s'en sortir et puis surtout, on va apprendre en avançant. Donc, moi, ça m'allait bien parce que je suis à l'aise dans un fonctionnement comme ça. Par contre, ouais, clairement, c'était pas évident pour certains commandes. Enfin, j'avais pas un plan sur 3 ans pour déployer ça et après, il n'y a plus qu'à dérouler, quoi. Euh, donc ça, c'était une première chose. Et puis aussi, ça peut aussi beaucoup surprendre des gens qui nous rejoignent. Là, il y a une chargée de com qui nous a rejoint, qui était dans des projets beaucoup plus structurés, beaucoup plus habituels et tout. Et en fait, elle a mis plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour prendre ses marques en fait et comprendre ce qui était attendu et comprendre qu'en fait que c'était pas nous qui allions lui fournir les réponses, mais c'était à elle. Voilà. Et puis surtout, on a comment dire, une philosophie qui tient souvent en 4 phrases. C'est qu'un, on demande pardon plutôt que l'autorisation. C'est-à-dire qu'on fait et puis on verra bien si ça passe, plutôt que demander l'autorisation avant de faire. On passe par la pente de moins de résistance, c'est-à-dire dès que ça bloque, on va voir ailleurs, on va faire autre chose. Et puis, ça se trouve, dans quelques semaines, ce sera débloqué. On attend qu'en étau, c'est-à-dire par le haut et par le bas, et même par les côtés. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui coince et qu'on a vraiment besoin qu'il cède, et ben en fait, on va aller trouver des alliés partout autour de lui. Puis un jour, il finira bien par céder. Soit parce qu'il sera convaincu par ses potes, soit parce qu'il ce sera la honte parce que c'est le dernier à pas céder. Et puis, la dernière que j'aime beaucoup, c'est parfois, il faut savoir organiser le bordel. Donc ça, c'est ce qu'on nous a demandé au moment où il a fallu industrialiser le truc. Il a fallu montrer on avait les reins pour industrialiser. Il a fallu, par exemple, la formation. On est passé par de la vraie ingénierie de formation. Quand il a fallu structurer le projet, on a été capable de mettre une orga, on a été capable de produire des tableaux de bord chaque quinzaine. Mais il faut aussi savoir bordéliser l'organisation. C'est-à-dire, des fois, l'organisation, elle n'est pas adaptée ou elle bloque pour des raisons qui ne sont pas légitimes. Donc, ça va avec un peu la première règle.
voilà, il faut savoir mettre un peu le bazar. On a fait quelques choix structurels. Et alors ça, encore une fois, donc il y a une partie surf sur la vague, donc alignement des planètes, c'est que EDF se dotait d'une raison d'être et qui se voulait en accord avec avec l'accord de Paris. Moi, j'ai tendance à croire qu'une entreprise qui se dote pas d'une stratégie d'entreprise cohérente avec l'accord de Paris va mourir et mérite de mourir. Je veux plus d'entreprises qui se posent pas ces questions-là et qui se met pas en ordre de bataille pour décarboner ses comportements, son organisation et sa valeur ajoutée. Donc, j'ai appris il n'y a pas longtemps l'exemple de Shell qui, avant de vendre du pétrole, vendait des coquillages. Et ben, il va peut-être falloir qu'ils se remettent à vendre des coquillages. Ensuite, donc, on a cherché des soutiens à tous les strates pour cranter la transformation. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut bien connaître l'entreprise. On a contractualisé les droits d'utilisation. Donc, ça, c'est un choix qu'on a fait très, très vite. Et on était plusieurs à penser que c'était une bonne idée. Karine de Boissezon, la directrice du développement durable, elle, c'est qu'elle voulait que la direction apparaisse comme une direction qui est au service de tout le groupe. Moi, je savais que ça allait simplifier tout un tas de trucs derrière et que ça allait éviter le refus d'obstacles. C'est-à-dire plutôt les droits d'utilisation sont centralisés et payés une fois pour toutes. Plus l'organisation elle est facile, c'est-à-dire que les gens, pour organiser une fresque, ils n'ont plus à trouver de l'argent pour payer les droits. Et donc, ça, c'est vraiment un truc qui nous sauve la vie quotidien. Enfin, c'est plus une question qu'on se pose. On a branché ça avec la stratégie d'entreprise à travers une séquence dédiée qui est en gros une modification du débrief, la troisième phase de la fresque, qui aborde les risques pour l'entreprise, l'empreinte d'EDF, donc les responsabilités de l'entreprise, et puis la stratégie. Au départ, la demande, c'était simplement de parler de la stratégie, et en fait, on a été plusieurs à pousser pour rajouter le risque. Donc, pourquoi, en fait, comment on est exposé à ce risque-là, et pourquoi c'est important de s'y intéresser. Et puis, quelle est notre responsabilité, hein, ne nous voilons pas la face. EDF est parmi les 100 plus gros pollueurs dans le monde, parce que c'est gros. Donc, ne cassons pas le thermomètre, on va dire. C'est un truc que j'essaye de dire souvent. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc il faut le publier. Voilà. Et puis, un autre truc qu'on fait beaucoup, et donc ça, je vous invite vraiment à vous mettre en réseau dans vos entreprises pour faire ce type d'initiative-là. Et donc, d'où l'importance de bien connaître la boîte. Il se passe deux phénomènes en ce moment autour des réseaux dans les boîtes. Il y a Alumni Force de Planète, que vous connaissez. Et il y a une autre initiative qui est pas concurrente, mais à mon avis qui est très complémentaire, c'est les collectifs, qui sont des groupes de salariés engagés pour l'écologie dans les boîtes. Donc, chez nous, ça s'appelle le Rhizome. On l'a appelé comme ça parce que c'est un truc qui n'a pas de centre et qui n'a pas de tête. C'est-à-dire que si on coupe une tête, ça repousse ailleurs. Et donc là, on est plutôt de réseaux internes dans les boîtes qui agissent concrètement pour l'écologie. Et donc, ouais, ça a été hyper important au début de se mettre en lien avec tout un tas de réseaux. Les réseaux pour la transformation, l'égalité femmes-hommes. J'ai appris récemment qu'il y avait un réseau LGBT dans les industries électriques et gazières. Bah, même s'ils ils ont peut-être jamais pensé, mais en fait, ils sont aussi impactés par le climat. Donc, ça peut être intéressant qu'ils fassent la fresque déjà. Et puis derrière, c'est un réseau, un relais hyper intéressant pour qui maille complètement l'entreprise, comme le chiffre projet, par exemple. On sait qu'il y a une centaine de personnes à EDF qui, qui sont au chiffre projet, pas au chiffre projet, pardon, dans les shifters. Et donc, c'est intéressant d'être en lien avec tous ces réseaux-là. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je peux prendre des
Oui, Question. merci beaucoup Pierre-Olivier. Donc j'ai noté un certain nombre de questions. Merci beaucoup pour ton témoignage, toujours très riche, très vivant, très direct. Hein. D'abord, une question sur qui anime les fresques. Est-ce que ce sont plutôt des Ouais. animateurs internes ou est-ce que vous faites aussi appel à des intervenants Non. externes? Ouais. Alors, le choix a été fait de passer que par des intervenants internes. Pour plein de raisons. C'est que ça coûte moins cher. En fait, ça veut dire que les coûts ne se voient pas, puisque c'est de la main-d'œuvre. Mais ça coûte très cher hein, de mobiliser des gens. Et en fait, moi, la principale raison que j'avançais, c'est que la principale valeur du projet, c'est pas seulement de former tous les salariés, en fait les gens qui seront le plus impactés par le projet, c'est les gens qui vont le porter, c'est les animateurs. Et donc, c'est vraiment pas malin de sous-traiter un truc qui a le plus de valeur ajoutée. Gardons la valeur chez nous et impactons les gens chez nous plutôt que des consultants, une armée de consultants externes. Et donc, on les forme, et la formation est interne. Elle est animée aussi par des formateurs internes qui sont montés en compétences sur ça. Alors, je ne prends pas dans l'ordre. Est-ce que c'est la fresque du climat? On est d'accord, il n'y a pas de variation entre les différents métiers. Là, on cite la fresque du numérique, là, par exemple. Ouais. Alors, on déploie aussi la fresque de la biodive chez nous, à beaucoup plus petite échelle. On vise 2000 personnes d'ici fin 2022, donc il y a un facteur 100 entre les deux ambitions. Mais oui, c'est bien la fresque du climat. C'est la fresque du climat non modifiée. Donc c'est la même fresque que vous vivrez en dehors. Par contre, le débrief est modifié, puisqu'on aborde aussi les enjeux de l'entreprise. D'accord. Alors, une question sur l'impact. Qu'est-ce que ça a changé en particulier suite à la sensibilisation des dirigeants? Parce que très tôt, vous avez sensibilisé des gens du COMEX. Voilà, qu'est-ce que ça a eu comme impact? Alors, les deux du COMEX, on les a sensibilisés pour qu'ils deviennent sponsors. Donc, le premier impact, c'est qu'ils sont devenus sponsors et que le truc a pu avoir lieu. Et ensuite, les membres du COMEX, on les a sensibilisés petit à petit. On ne les a pas encore tous parce qu'il y en a 3-4 qu'on n'arrive pas à attraper. Mais le PDG a dit très très tôt, je veux que tout le monde y passe. Donc, les bons élèves, ils sont passés assez vite. Ce qu'on constate aujourd'hui, en fait, l'impact, il est à la fois parce que des dirigeants l'ont fait et parce que il y a de plus en plus de gens qui l'ont fait. Donc, le premier impact, c'est que c'est de plus en plus simple de faire démarrer des entités. Il commence à y avoir une sorte de… ce serait quand même la honte que ce soit toi le dernier à faire ça chez toi. Donc, c'est de plus en plus… On a de moins en moins… On dépense de moins en moins d'énergie à convaincre que c'est important de faire la fresque. Ça, c'est la première chose. Ensuite, bon, faut pas oublier que la sensibilisation, en fait, moi, je plante des graines, hein. C'est-à-dire que je m'attends pas à ce que les gens aient une épiphanie en faisant la fresque et que tout change d'un coup. Donc, ce changement, cet impact, il va se revoir sur la durée. Et c'est comme la raison d'être. Ça va être on verra dans une dizaine d'années si on est capable de refuser des projets parce qu'ils ne sont pas compatibles avec la raison d'être. En fait. Tout ça, c'est un travail de fond. Cela dit, on constate déjà des choses. Déjà, ça crée une culture commune. C'est que tout le monde a fait la fresque et c'est sûrement un des seuls projets qui a une visée de tout EDF, y compris toutes les petites filiales qui ont toujours l'impression qu'elles sont oubliées. Moi, il y a plein de filiales qui me disent c'est la première fois qu'on se sent faire partie du groupe EDF. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Le coût de l'événement mondial, ça a été un carton pas possible parce que, enfin voilà, on a vraiment fait le tour de la planète. C'est-à-dire que moi, à 23h, de 23h à 2h du matin, j'ai fait la fresque à Enercal, c'est EDF en Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'était assez ouf. Et après, donc il y a des changements de comportement. On a accompagné ça d'outils de changement de comportement à destination des salariés. Donc, ils ont un passeport neutralité carbone qui leur permet de faire des quiz, de faire leur bilan carbone, de s'engager à faire des gestes et on leur met à disposition les offres d'EDF à tarif préférentiel sur l'entretien de la chaudière, sur la rénovation thermique de leur maison, ainsi de suite. Donc ça fonctionne pas mal. Il y a aussi l'achat de véhicules.
Et puis, on constate qu'il y a certains salariés qui sont plus performants. Donc, de manière très claire, les commerciaux, ils comprennent ce qu'ils vendent maintenant parce qu'ils ont fait la fresque. Puisque nous, on vend de l'électricité bas carbone. Et puis après, il y a certaines entités qui basculent. C'est-à-dire, moi, je dis souvent que le poste fresque, c'est pas un lot du projet fresque. C'est-à-dire que la fresque, ça s'arrête à tu fais la fresque à tout le monde. Et ce qui se passe après, c'est la mise en cohérence à la raison d'être de toute l'entreprise. Donc, c'est un projet gigantesque qui concerne toute la boîte, qui va prendre des années. Et donc, un certain nombre de directions commencent timidement à lancer ce genre de procédé. D'accord, il y a une question là qui est récente. Voilà, est-ce qu'on sensibilise plusieurs fois un même groupe? Donc, j'imagine qu'une fois, chacun fait la fresque une fois, mais du coup, voilà, est-ce qu'on peut le faire plusieurs fois? Puis, est-ce qu'il y a une suite à la fresque, peut-être pour ceux qui veulent aller plus loin? Ouais. Alors, pour la suite à la fresque, donc il y a le passeport dont je vous parlais. Pour l'instant, on ne mesure pas encore ça parce qu'on n'a pas les outils, mais c'est quand je disais en 2021, on prépare la dernière ligne droite, je parlais de ça par exemple. On va outiller l'impact à très court terme de la fresque, ne serait-ce que parce qu'on pense que c'est un argument pour continuer à déployer. Montrer que ça a des impacts, ça encourage à continuer. Je sais que certaines entreprises déploient d'autres outils. Par exemple, Decathlon, il déploie à la fois la fresque et 2 tonnes. Moi, il y a plein de gens qui essayent de me proposer d'autres outils, sauf qu'en fait, en déployer un, c'est déjà suffisamment compliqué. Et donc, moi, j'ai mis 10 ans à comprendre à peu près tous ces trucs-là et à me mettre en œuvre de bataille. Et voilà, à ce que je racontais avec mon écolieu. Ce truc-là est long. Et là, je suis plutôt dans une approche quantitative que qualitative. C'est-à-dire, je pense qu'il est temps de massifier, en fait. Et je sais que la sensibilisation que je fais avec la fresque à EDF, elle est de bien moins bonne qualité que ce que je faisais quand j'étais à Avenir Climatique. Mais à Avenir Climatique, je touchais que les gens qui savaient déjà et qui étaient déjà convaincus. Là, je touche tout le monde. Et je pense que ça aussi, ça a de la valeur. Enfin, ça aussi, ça a de l'importance. Une question concrète là, qui est intéressante aussi. Voilà, comment on démarre pour former les formateurs, hein, voilà, comment, pour démultiplier évidemment, ouais. Il faut une armée de formateurs. Comment ouais. tu formes et quel est le coût de tout ça? Ouais. Alors, le coût. Donc aujourd'hui, il y a une offre qui commence à se structurer de tout un tas de consultants internes comme Thomas d'ailleurs, je pense que tu dois faire ça, qui accompagnent les entreprises dans leur déploiement. Donc tout ça est à peu près en train de s'organiser. Évidemment, ça profite pas mal du retour d'expérience de ce qu'on a fait nous, mais bon, ça me va bien. Nous, on est parti sans accompagnement. La seule chose qu'on a payé, c'est les droits d'utilisation. Et je vous ai dit, on les a payés d'un coup. Les droits d'utilisation pour la fresque en interne, comme ça, c'est 3 € par salarié. Évidemment, nous, on a eu une ristourne parce qu'on était les premiers, parce qu'on a négocié, on a payé ça d'un coup, et parce qu'en plus, l'année était un peu compliquée à cause du Covid. Donc, on a dit, voilà, on ne peut pas mettre plus. Donc, on a eu évidemment une ristourne. Et en fait, toute entreprise qui fera comme nous un gros paiement initial aura, à mon avis, une ristourne. Ensuite, il y a la formation des formateurs. Il se trouve que moi, avec mon expérience avec Avenir Climatique, des fraises, j'en faisais depuis longtemps, de la sensibilisation, j'en faisais depuis longtemps. Donc, j'étais en capacité de former des animateurs, même si je n'étais pas formateur officiel. Donc, comment ça s'est passé? C'est que petit à petit, en fait, on a fait monter en compétence des gens et aujourd'hui, il y a 12 personnes qui forment, qui forment depuis ce matin 780 animateurs internes qu'on a. Tout ça est pas. Alors, si vous démarrez maintenant et que vous êtes bien accompagné par des gens, vous serez tout de suite branché normalement au parcours au parcours ceinture. Donc, quand on est à la fresque du climat, on a une ceinture de couleurs qui montre le niveau de formation qu'on a. On n'est pas encore branché à ce truc-là parce qu'on est parti sans. Et quand on a essayé de s'y brancher, l'association n'avait pas les ressources pour nous accompagner.
Donc là, on est en dehors du process, mais on cherche à s'y raccrocher. Donc, dans les coûts, en plus, ouais, il y a ça. Il y a les premières formations d'animateurs. Une question sur est-ce qu'il y a eu des ateliers qui se sont mal passés? Voilà, oui. Est-ce qu'il y a eu des ratés? Est-ce qu'il y a eu des climato-sceptiques qui ont fait de la résistance sur certains ateliers? Ouais. Alors, en fait, le climato-sceptique, c'est souvent la crainte des néo-animateurs et néo-animatrices. En fait, j'ai plutôt l'impression que c'est une espèce en voie de disparition. Et surtout, en s'appuyant sur le collectif, de dire, généralement, en fait, c'est le collectif qui gère ce genre de problème. C'est Michel, pardon, pas Michel, on va l'appeler autrement, Jean-Luc. J'espère qu'il n'y a pas un Jean-Luc dans l'assistance. Jean-Luc, tu commences à faire chier, tu sais bien que tu racontes n'importe quoi, tout le monde. C'est fini le climato-scepticisme. Donc, c'est pas trop les climato-sceptiques. Le problème, c'est les les couilles, c'est-à-dire ceux qui, en fait, vivent très bien avec le problème et s'en fichent. C'est plutôt cela le problème. Je vous cache pas que, évidemment, les premiers ateliers qu'on a fait, c'était les gens qui étaient convaincus, qui avaient envie que ça bouge, qui connaissaient la fresque, qui voulaient que ça se déploie. Donc, on n'est pas encore dans le dur. Il y a quelques entités qui ont dépassé les 50% et qui ont commencé à atteindre. Ouais, après 50%, on commence à être dans le dur. En fait, on est très représentatif de la population normale. Et donc, ouais, il y a aussi ce genre de personnes. Il y a un truc que j'ai oublié de dire sur le recrutement des animateurs. En fait, c'est sûr que si vous avez dans une grosse boîte, une grosse entreprise, il y a forcément des animateurs et des animatrices chez vous. Parce que la fraise du climat gangrène quand même pas mal le CAC 40, on va dire. Et donc, un des premiers trucs que j'ai fait, c'est aller sur le groupe Facebook des animateurs et passer une petite annonce et aller sur Alumni for the Planet et vampiriser toute la liste des gens d'EDF qui étaient inscrits sur Alumni for the Planet. Et je leur ai envoyé un mail pour leur demander si par hasard ils n'étaient pas animateurs ou animatrices ou s'ils ne voulaient pas le devenir. Ok, il y a une question sur voilà, l'objectif très ambitieux que l'ensemble des salariés voilà, fassent la fresque à l'échéance 2022 ou grossièrement. Qu'est-ce qui peut faire que vous n'y arriviez pas? Voilà, quels sont les principaux freins? Le Covid, par exemple. Le Covid nous oblige à repasser dans les formations à distance. Et en fait, ça passe pas à l'échelle. C'est-à-dire qu'on l'a vu, on a arrêté les sessions à distance au mois de juin et on a vu qu'on était au taquet, en fait. Les formations à distance, c'est plus gourmand en animateur par participant. C'est impossible de faire des grosses sessions facilement. C'est difficile à organiser, ça prend plus de temps parce qu'il faut prendre en main l'outil. Donc vraiment, là, je sens que la 5e vague va nous mettre un sacré bâton dans les roues. Et après, en fait, il y a l'inertie du système. On sait par exemple que la direction de la production nucléaire chez nous, c'est un gros machin qui bouge pas vite. Et il y a de fortes chances que ça démarre trop lentement pour qu'ils aient fini d'ici fin 2022. Donc, on sait à peu près que ça va dépasser en 2023. Et puis après, il y a le principal facteur, en fait, c'est le temps. C'est le temps que les animateurs sont autorisés à passer pour animer et le temps que les participants peuvent trouver pour s'inscrire et pour faire ça. D'accord, mais si tu te donnes 2 ans de plus, par exemple, voilà, tu penses que l'objectif est atteignable. Ouais. Ce sera, et il y a quelques entités qui n'ont encore pas démarré. Je pense à Framatome, par exemple, parce qu'ils n'ont pas compris que ce truc-là était important. Je pense que en fait, je pense qu'on sera incontournable quand on aura fait 25% de la boîte. Et donc, à ce moment-là, 25% à mon avis. 25-30, je pense qu'on sera un truc qui ne pourra plus être ignoré. Il y a une question sur le contexte actuel qui n'est pas toujours très facile tous les jours, sur le plan psychologique pour tout le monde et les salariés d'une boîte comme EDF en particulier. Est-ce que tu perçois, notamment au moment
au moment des pics d'épidémie, etc. Est-ce que le phénomène d'éco-anxiété généré potentiellement par la fresque voilà, est un sujet, voilà, compte tenu du climat, voilà, Ouais. est-ce qu'il y a une solution à ça? Alors, quelqu'un dans le chat a dit une solution, par exemple, c'est de faire dans la foulée de l'atelier d'automne. Voilà. Alors, en fait, je pense que les gens, ils sont déjà inquiets de plein de trucs. Je pense qu'ils sont inquiets par le changement climatique. Et moi, le premier conseil que je dis pour gérer l'éco-anxiété, dont je suis moi-même affecté, c'est de ne pas rester tout seul et d'en discuter. Et en fait, la fresque leur offre une opportunité de ne pas rester tout seul et d'en discuter. Donc, certes, avec la fresque, on clarifie le constat et donc ça peut être anxiogène, mais en fait, ça offre aussi l'opportunité d'en discuter, l'opportunité de sortir les émotions. Thomas, on n'a peut-être pas parlé, mais en fait, il y a une phase émotion dans l'atelier, qui est un truc auquel on n'est pas habitué en France, dans les boîtes où il y a beaucoup d'ingénieurs, comme chez nous. Donc ça fait du bien. Et puis après, derrière, se brancher sur les actions et puis EDF reconnaît faire partie du problème, mais ambitionne quand même de faire partie de la solution. Donc ça rassure aussi et ça crée de l'engagement auprès des salariés. Et puis, oui, je pense quand même que c'est plus simple de faire ça, de déployer un tel outil à EDF que dans d'autres boîtes qui auraient plus de mal à décarboner leur modèle d'affaires, pour ne pas les citer. Ok, je reviens sur un point que tu as évoqué. Tu as dit que voilà, le fait que ça se fasse à distance retarde les choses. Est-ce qu'il faut comprendre que c'est compliqué la fresque à distance? Moi, je l'ai faite à distance, hein, j'ai trouvé ça très bien. Est-ce que la fresque est en train d'adapter son format en visio pour que ça se fasse mieux? Est-ce que c'est un souci ou pas? De fait, ça marche. Ça marche très bien. Les outils fonctionnent. C'est juste que c'est 100 fois mieux en vrai, quoi. Parce qu'on voit les gens, parce que c'est plus simple à animer, parce que c'est plus simple de rebondir, parce qu'il peut y avoir des discussions en parallèle. Un truc que tu peux pas faire quand tu es en ligne, c'est qu'il n'y a qu'un canal de discussion. Alors que quand tu es en vrai, il peut y avoir 3 discussions en parallèle. Voilà, moi je l'ai fait en début octobre à Toulouse. Il y avait 300 personnes dans un parc et il y avait une table et c'était voilà, particulièrement plaisant. Et en fait, ouais, c'est un truc que j'ai pas dit, c'est que certes, tout le monde va le faire, mais on n'oblige personne pour l'instant. C'est-à-dire que aucun dirigeant n'a dans ses objectifs de faire la fresque à ses salariés. C'est assez bizarre à concevoir, mais personne n'a d'indicateur n'est objectivé sur ce truc-là. C'est juste que par l'influence et par la pression des pairs, le truc se déploie. Et donc, en fait, on essaye vraiment de ne pas créer un bad buzz autour de ça, mais plutôt de créer des affects positifs. On a beaucoup profité, par exemple, des séminaires de rentrée en septembre, où les gens se retrouvaient après les vacances et après passer de vue pendant des mois à cause des mesures de confinement. Et donc, on voulait que la fresque soit associée au plaisir des retrouvailles, par exemple. Ok, je vous précise qu'on vient de mettre le sondage en ligne dans le chat, hein, donc si vous pouvez le remplir tout en continuant à échanger avec Pierre-Olivier. Il y a une question sur les publics prioritaires. Parce que est-ce qu'on se dit, par exemple, parce que quelqu'un dans le chat a indiqué qu'ils ont commencé par former tous les responsables d'agence, est-ce qu'il y a une priorisation du public, puisque voilà, si vous mettez 5 ans à ce que tout le monde soit sensibilisé, est-ce que ça ne vaut pas le coup de sensibiliser peut-être les cadres, par exemple, avant les autres? Alors, je pense que s'il y a des gens qui doivent se bouger en premier, c'est les riches plus que les cadres. Puisque au premier ordre, les émissions perso, elles sont corrélées aux revenus. Et puis les cadres aussi, parce que c'est ceux qui ont les leviers. Sauf qu'en fait,
Si on est en démocratie et qu'on croit qu'une personne, une voix, enfin, pour le coup, un col bleu et un col blanc ont le même poids dans la démocratie. Moi, je pense que c'est important d'avoir l'ambition d'un déploiement massif parce que le sujet, c'est que en fait, c'est un sujet que tout le monde doit se réapproprier. Et c'est notamment, par exemple, nous, ça se voit il n'y a pas de barrière à l'entrée dans les gens qui veulent devenir animateurs ou animatrices. Parce que, en gros, ça fait 50 ans que le sujet il a été kidnappé par les experts du sujet. Et ça fait 50 ans que l'extrême majorité de la population, la grande majorité de la population, se sent pas légitime à en parler. Et ben moi, mon ambition, c'est de renverser la vapeur. Et donc, c'est pour ça qu'il faut former tout le monde. Après, il y a des publics plus faciles que d'autres. Le rondier en centrale, c'est un peu plus compliqué. La personne en plateau d'appel, ça demande un peu plus d'organisation que le cadre autonome parisien. Ça se prépare. Et du coup, c'est pour ça qu'on a des pilotes dans chaque entité. C'est que moi, je ne suis pas capable de savoir quelle est la bonne façon de déployer sur un site nucléaire. Il faut forcément quelqu'un qui qui est habitué à traiter avec ce genre d'entité. D'accord. Je reviens à la question du public prioritaire. Bon, tu disais les personnes riches, celles qui consomment le plus, mais quand je parlais des cadres, c'est parce qu'au sein de l'entreprise, ceux qui ont voilà, une capacité de décision plus importante, ce sont les cadres. Est-ce qu'il n'y a pas eu cette idée aussi de prioriser, vu l'urgence climatique, que les personnes qui ont des responsabilités soient sensibilisées les premiers? Si, mais en fait, si tu suis la technique de l'étau, le meilleur moyen de faire bouger un dirigeant, c'est aussi de montrer que ces 150 salariés, ils sont convaincus qu'il faut bouger. Ça va aussi dans ce sens-là. J'ai vu une question sur l'impact des sensibilisations. Là, il y a un salarié EDF, je veux bien y répondre. Encore une fois, je crois pas à l'épiphanie. C'est-à-dire, je crois pas à je fais la fresque et après, je prends tout de suite des bonnes décisions. On plante des graines. Sur le déménagement et le nombre de places vélo, je pense que la décision, elle a été prise depuis très, très longtemps. Mais en fait, ce que je vois aussi, c'est plein de collectifs sur les sites qui se bougent pour notamment creuser ces questions-là. Et de plus en plus, je vois des plans de déplacement en entreprise, dans l'entreprise EDF, je vois des cahiers des charges pour les nouveaux bâtiments qui sont faits en concertation avec des salariés. Et donc, si les salariés sont sachants sur ces questions-là, ça maximise le nombre de chances que le nombre de places vélo augmente. Vraiment, si ça vous bouffe que le nombre de places vélo diminue, moi, je vous invite à aller monter un collectif pour aller installer des racks à vélo. Hein. Alors, la sensibilisation ne fera pas tout. Une autre question là. Est-ce qu'il n'y a pas certains cadres dirigeants qui font la fresque parce que ça fait bien, mais que derrière, ils ne sont pas plus convaincus, mais ça fait bien parce que une sorte de pression sociale interne à l'entreprise. Ouais. Moi, j'ai l'impression que les dirigeants, quand ils commencent à déployer la fresque, ils ne se rendent pas compte de la grenade qu'ils sont en train de dégoupiller. C'est-à-dire que peut-être que pour eux, ce n'est pas sincère, sauf qu'en fait, ça produit des effets. Ça produit des effets parce que ça augmente le niveau de revendication, ça augmente la pression qu'il peut y avoir. Et en fait, ces gens-là, ils marchent aussi à la pression, à la fois les uns envers les autres et aussi des salariés, des revendications des salariés. Je ne pense pas que ce soit une opération de greenwashing comme je le vois dans le chat parce que si je le pensais, je ne le ferais pas. Je pense que je serais parti. Je pense qu'il y a une vraie sincérité de la part des gens qui œuvrent à ça à la tête, c'est-à-dire les sponsors. Je pense qu'ils sont vraiment sincères, ne serait-ce que parce que ça coûte un pognon pas possible. Hein. On parle de 50 millions d'euros de main-d'œuvre. Hein. Quand tu fais 3 heures de salariés fois 165 000, ça fait 50 millions d'euros. Donc ça fait cher l'opération de greenwashing quand même. Donc non, je crois vraiment que c'est sincère. Après, il y a des gens cyniques, j'en croise plein, hein. Mais ces gens cyniques, je pense qu'ils vont se faire embarquer par la vague un jour. Alors, une question importante, parce que il y a eu près de 140 participants là,
à ce webinaire, c'est vraiment une très bonne chose. Donc derrière, il y a près de 140 entreprises, des entreprises variées. Est-ce que, puisque toi, tu as une vision un petit peu panoramique de ce qui se fait dans d'autres entreprises, est-ce que tu penses qu'il y a quand même des entreprises pour lesquelles c'est plus difficile que pour d'autres? Alors, je vais citer personne, un exemple a été donné dans le chat, mais imaginons une entreprise dont le modèle économique soit, je dirais, assez orthogonal Ouais. aux enjeux climatiques actuellement. Est-ce que ce n'est pas plus difficile qu'une entreprise comme la tienne, voilà, qui développe beaucoup d'énergie renouvelable, etc. Si, bien sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure. Toutes les entreprises doivent se poser la question de leur modèle, l'existence de leur modèle économique dans un monde à 5 degrés. Et donc ça, je pense que les entreprises n'existent pas dans un monde à 5 degrés. Et ils doivent se poser la question de leur accord, enfin de leur cohérence avec l'accord de Paris, ne serait-ce que s'ils veulent recruter des jeunes. Hein. Je pense que nous, c'est assumer que ce truc-là, c'est aussi pour recruter pour recruter les meilleurs profils à EDF. Et pour moi, je trouve que c'est OK. Je pense qu'il y a de toute façon, il y a des entreprises qui vont perdre au changement de paradigme. Cédric Ringenmack, un jour, m'a parlé d'une entreprise du ciment. Il est allé faire la fraise dans une entreprise qui fabriquait du ciment. Alors, les cimentiers, c'est presque les pires parce que eux, leur métier, c'est vraiment de produire du CO2. Hein. Leurs process sont vraiment très. Participent à. C'est quand même 7% des émissions, le ciment. Et puis surtout, alors, c'est très difficile à décarboner. Il faut forcément capter et séquestrer pour faire du ciment. Et ce qu'il me disait, c'est qu'il y a quelques années, ils auraient caché le truc sous le tapis. Et là, ils étaient plutôt à se dire, OK, va falloir assumer et se remonter les manches. OK, je vous invite de nouveau à prendre 2 minutes pour remplir le sondage. Voilà, ça nous aide à avoir un feedback et à améliorer régulièrement ces webinaires. Une question sur des ateliers qui se seraient mal passés. Alors, tout à l'heure, on parlait de ratés parce qu'il y a des climato-sceptiques voilà, qui n'ont pas participé, etc. Est-ce qu'il n'y a pas eu des ateliers conflictuels? Parce que ça peut être une appréhension où on a eu des oppositions entre différentes postures, croissance, décroissance. Voilà, il peut y avoir des avis assez variés sur différents sujets clés. Et donc, est-ce qu'il y a eu des conflits? Est-ce que ça s'est parfois passé un petit peu mal, des choses difficiles à gérer? Alors, des conflits, non, personne ne s'est tapé dessus. Souvent, on le fait dans des équipes, donc a priori, ça se chamaille, mais c'est gentil. Par contre, c'est sûr qu'il y a du débat. Et en fait, moi, ça m'intéresse. Et je pense que toute la communauté des animes, et même au sein du projet, en fait, c'est important qu'il y ait ce débat. Il y a une grosse pratique de l'intelligence, une grosse tradition de l'intelligence collective depuis quelques années à EDF, notamment autour de démarches qui s'appellent Parlons Énergie. Donc, notamment, la raison d'être a été construite de manière avec des ateliers d'intelligence collective. Et aujourd'hui, il y a des projets de transformation de certaines. Enfin, l'intelligence collective est beaucoup utilisée pour tout un tas de trucs, même assez ambitieux, y compris le plan de transformation d'une centrale nucléaire, par exemple. Donc, en fait, ce débat, il est super intéressant parce que l'appropriation des enjeux et de la stratégie de l'entreprise, on considère que ça marche beaucoup mieux quand on l'a discuté, quand on l'a débattu, que quand on nous l'a livré en bloc sans qu'on ait son mot à dire. Alors évidemment, on ne va pas remettre en cause tout de suite la stratégie de l'entreprise, mais le fait d'en débattre participe à son appropriation. Plus passe largement l'entreprise et vont même jusqu'à la sphère publique et politique. Et donc c'est aussi important d'en discuter, d'autant que l'énergie, c'est quand même un sujet qui doit être très débattu et qui fait l'objet notamment d'enquêtes publiques quasiment à chaque installation, hein, puisque nos installations elles dépassent largement les critères de budget pour faire l'objet d'enquêtes publiques. Donc en fait, ce conflit, moi, je l'accueille plutôt positivement. Peut-être une dernière question sur ce que vous avez fait au niveau international. Hein. C'est vrai qu'évidemment, il y a beaucoup d'entreprises internationales. Voilà. Est-ce que tu penses que ça a eu
voilà, un effet de levier important en termes d'image, en termes de dynamique. Est-ce que ça a été compliqué à organiser? Est-ce que tu recommandes de le faire assez tôt ou, voilà? Donc nous, l'international, on l'a très très vite identifié, notamment parce qu'on voulait faire ça à EDF Énergie, donc c'est EDF au Royaume-Uni. C'est 15 000 personnes, donc c'est quand même 10% de la boîte. Et en plus, on avait en tête que c'était le pays hôte de la COP26. Donc notre grand rêve, quand on a démarré, c'était d'arriver en fanfaronnant à la COP26 en disant à EDF au Royaume-Uni, tout le monde a fait la fresque. Il se trouve que c'est pas du tout ce qui s'est passé parce que ça a énormément de mal à démarrer à EDF Énergie. C'est pas grave, mais en tout cas, ouais, on a vite pensé à l'international. On est un groupe international, certes, mais il y a quand même, je crois que c'est 130 000 personnes en France, donc le barycentre est quand même en France. Et donc, c'est pour ça qu'on a organisé les 24 heures de la fresque, qui était à la fois une opération qui permettait de créer des nouveaux points, des nouvelles taches d'huile en fait un peu partout dans le monde. Donc il y a des gens qui ont fait la fresque à cette occasion-là, qui sont formés à l'animation et depuis qui déploient. Et c'était surtout une grosse opération de com en fait. Parce que l'idée c'était de créer beaucoup d'enthousiasme autour de ce truc. L'histoire elle est quand même super jolie quoi. C'est que on a fait des fraises de 7h du mat le jeudi jusqu'à la dernière, elle a fini à 7h30 le vendredi. Et après, on a fait un petit déj. Donc, il y en a un en gros, il y en a un qui a animé une fresque entre 5h30 et 7h30. Quoi. Donc, oui, je conseille de le faire. Et d'ailleurs, avec le petit réseau de gens qui font ça un peu partout dans les entreprises qu'on a montées, on s'est dit que ces 24 heures de la fresque, tout le monde le ferait en juin. C'est-à-dire que ce n'est pas que EDF qui le fait, c'est tout le monde. On va mettre le logo qu'on avait créé à l'époque dans le domaine public. Chacun se l'approprie, met le logo de sa boîte et tout le monde coordonne une opération de ce type-là pour faire des fraises partout dans le monde le même jour. J'ai dit que c'était la dernière, mais en fait, je trouve que la dernière question est très bien parce qu'on parlait des ateliers où il y a eu des difficultés, etc. Mais voilà, est-ce que tu peux peut-être nous donner un exemple où un atelier s'est très bien passé et voilà, que ça a donné lieu à des perspectives d'initiative qui ont dépassé tes plus grandes espérances? Alors bizarrement, je suis pas trop les idées et les initiatives, et moi j'ai tendance à pas trop réfléchir aux idées derrière, parce qu'en gros j'ai pas envie de créer des centaines de post-it qu'on va acheter à la fin de la session. Cela dit, déjà ça, quand ça génère derrière un déploiement local, c'est super intéressant. Je pense notamment au Chili. On a fait la fresque à des Chiliens, et ils se sont dit c'est trop bien, vas-y, on le fait à tout le monde. Et une autre chose que j'ai en tête, c'est le centre d'ingénierie hydraulique qui, suite à la fresque, mais pas que, et à l'occasion de leurs 20 ans, ils ont décidé de mettre un grand plan de transformation du centre d'ingénierie en place avec de la sensibilisation, donc qui reposait sur la fresque et sur des conférences d'acteurs assez experts. Ils ont reçu Jean-Co, évidemment, ils ont reçu Philippe Biwix, ils ont reçu Guillaume Martin, Maxence Cordier. Et puis derrière aussi un bilan carbone. Ils ont fait le bilan carbone de leur entité et ils ont fait un travail sur OK, c'est quoi la place du CIH dans un monde qui doit diminuer ses émissions? C'est-à-dire quels sont les projets qu'on continue à faire, quels sont les projets qu'on arrête et comment on contribue à ramer dans le bon sens. Donc là, c'est un sacré truc très ambitieux. Très bien. Un immense merci à nos deux intervenants, hein, Thomas et Pierre-Olivier, hein, pour avoir témoigné de cette très belle aventure qui, on l'espère, va donner beaucoup d'inspiration à tout le monde. Quelques mots de conclusion avant de laisser le mot de la fin à Aurélien, donc président d'Insalumni. D'abord, à chaud, hein, au niveau du sondage, hein, il y a déjà une cinquantaine de personnes qui ont répondu, donc merci beaucoup. Les réponses montrent que un très grand nombre d'entre vous se déclarent prêts à engager des actions, mais vraiment un nombre important, hein, des actions de type de celles que vient
d'exposer Pierre-Olivier Chacun au sein d'EDF, voilà, dans votre propre entreprise. Hein. Donc, c'est absolument, voilà, c'est merveilleux. C'est vraiment le but hein, de ces webinaires, hein, de vous montrer que c'est possible, de vous donner les clés pour vous-même passer à l'action. Donc, en conclusion, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est donner suite rapidement à cette envie de passer à l'action. C'est important, bien sûr, vu les enjeux, et surtout, vous avez vu que c'est possible, et en plus, c'est enthousiasmant, parce que bah, vous voyez, Pierre-Olivier Chacun est très, très motivé et très, très heureux. Ça, c'est pas facile tous les jours, hein, mais ça donne de bons résultats, donc c'est possible. Allez-y. Hein. Côté Alumni pour la planète, plus généralement, je vous encourage voilà, pour soutenir nos actions à parler autour de vous hein, d'Alumni for the Planet, en particulier pour que d'autres alumni participent à ce type de webinaire. Et aussi, je vous encourage à vous inscrire sur notre site simplement parce que ça permet de vous mettre en contact ensuite via notre moteur de recherche avec d'autres personnes qui, comme vous, ont envie de s'impliquer sur ces enjeux du climat et de l'environnement au sein de votre entreprise ou au sein de votre ville également. Voilà. Merci beaucoup. Et encore une fois, merci beaucoup à Thomas, merci beaucoup à Pierre-Olivier Chacun, dit POC, et je laisse le mot de la fin à Aurélien, que je remercie encore infiniment d'avoir organisé ce webinaire avec nous. Et Merci Michel, merci à Thomas d'avoir pris au pied levé la relève de Laurent, qui en a dépensé. Et puis, merci à Pierre-Olivier, effectivement, pour son engagement, sa volonté et sa persuasion. Alors, si dans la communauté INSA, vous avez des questions, des remarques et des idées pour un nouveau sujet de webinaire avec Alumni sur Force de Planète, vous pouvez m'écrire à président@insa-alumni.org. Si vous avez des questions, je pense qu'on essaiera aussi de mettre en ligne la vidéo. Et puis, si vous voulez des infos sur les présentations qui ont été faites lors de ce webinaire, on pourra aussi vous envoyer les informations. Et donc, merci à INSA Alumni Force de Planète. Un premier webinaire un petit peu difficile techniquement, mais je pense qu'on fera mieux la prochaine fois. Très bien. Merci à tous pour votre participation et à une prochaine fois.